Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Mais pas génial, tout automobiliste qui se respecte sait que l'air pénétrait dans le cylindre lors de la course d'admission. Lorsque le piston descend jusqu'au point mort bas, les soupapes d'admission, ou clapets, s'ouvrent et l'air est aspiré. Ce processus se déroule parfaitement tant que la soupape est ouverte. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle se ferme? À ce moment-là, l'air s'arrête soudainement devant la porte fermée, la heurte et retourne dans l'admission. Cela peut paraître étrange à première vue, mais c'est vrai, l'air a aussi une masse, 1 mètre cube d'air pèse d'ailleurs plus d'1 kilogramme, ce qui signifie qu'il connaît le concept d'inertie. Il retourne donc au collecteur d'admission, où il se heurte à l'accélérateur. Et il retourne à la soupape pour rien. Et ce ne serait rien si la soupape était ouverte à ce moment-là, dans ce cas, plus d'air entrerait dans le cylindre, et donc, si on le souhaite, il serait possible d'injecter plus de carburant. Et, bien sûr, plus de puissance. C'est exactement ce que recherchent les concepteurs lorsqu'ils calculent la section et la longueur du collecteur d'admission. Le phénomène par lequel les gaz pénètrent par inertie dans le cylindre en quantité croissante est appelé suralimentation résonante. Ou suralimentation gaz dynamique. Bien entendu, ce phénomène n'est propre qu'aux moteurs atmosphériques. Dans les moteurs turbocompresse, la quantité d'air nécessaire peut être forcée par la turbine. La seule suralimentation possible dans un moteur atmosphérique est la suralimentation résonante. Il est clair que vous voulez éviter le scénario le moins favorable, ouvrir la soupape d'admission au moment où l'air, qui vient atteindre la soupape fermée, repart de celle-ci vers le papillon des gaz. Dans ce cas, il y aura très peu d'air, ce qui entraînera une très mauvaise combustion du carburant, sans oxydant, oxygène dans l'air. Aucune combustion sensible ne peut avoir lieu. C'est pourquoi le calcul du collecteur est une tâche complexe. Et, malheureusement, il est lié à la recherche d'un compromis. Dans un moteur atmosphérique, l'air pénétré dans le cylindre a environ 75 à 80% du volume du cylindre. Bien sûr, ce n'est pas si mal, mais ce n'est pas non plus le maximum d'efficacité. Pour rendre ce remplissage plus qualitatif, l'idée est venue d'utiliser la suralimentation par résonance. Mais ce n'est pas si simple, la fréquence de cette résonance dépend directement de la vitesse de rotation du vilebrequin. Et en plus, il y a 2 paramètres plus importants, la masse d'air résonante et sa vitesse d'écoulement. Et il est souhaitable de les modifier, car le remplissage des cylindres à différents régimes devrait avoir une physique légèrement différente. Si nous n'entrons pas dans le labyrinthe de la dynamique des gaz, l'essentiel peut être expliqué assez simplement, à faible régime. La vitesse d'écoulement de l'air ne sera pas trop élevée, ce qui, combiné à une ouverture moins fréquentée du robinet, entraînera des conséquences indésirables. Et si le canal est également large, la turbulence du flux d'air sera faible, ce qui entraînera un mauvais mélange de l'air et du carburant. La combustion d'un tel mélange air-carburant ne sera pas suffisamment uniforme et donc inefficace. Par conséquent, il est préférable qu'à faible vitesse, la longueur du collecteur soit plus importante et que la section transversale de son canal soit plus petite. À grande vitesse, un conduit long et étroit n'est pas souhaitable, les pertes par pompage augmentent trop et la quantité potentielle d'air pouvant entrer dans le cylindre est réduite. Par conséquent, dans cette situation, il est préférable d'avoir un collecteur plus court, mais avec une plus grande section transversale. Dans le passé, on essayait de trouver un compromis en fabriquant un collecteur qui pouvait plus ou moins gérer le flux d'air à la fois à bas et à haut régime. En conséquence, l'air circulait mieux à certaines vitesses et moins bien à d'autres. Le désir constant de rendre les moteurs plus puissants et plus respectueux de l'environnement les a amenés à chercher des moyens optimiser également le collecteur d'admission. Et il n'y a qu'un seul moyen, modifier sa géométrie, en le rendant plus long ou plus court, plus étroit ou plus large. C'est ainsi que sont naissent les différents systèmes de géométrie d'admission variable. Par ici et par là, le premier système permet de modifier la longueur du collecteur d'admission en fonction du régime. Il est souvent appelé longueur d'admission variable. Le principe de son fonctionnement est assez simple, le collecteur comporte 2 canaux de longueur différente.
Il est équipé d'un amortisseur qui peut faire passer le flux d'air soit dans le canal long, soit dans le canal court. Il est clair qu'il s'agit là aussi d'un postulat, au lieu de modifier en douceur la longueur de l'admission, il n'y a que 2 positions pour cette longueur. Oui, la solution sent encore le compromis, mais c'est toujours mieux que rien, et il serait très coûteux de fabriquer un système qui changerait la longueur du collecteur en continu en fonction du régime. En théorie, de tels systèmes existent, mais dans la réalité, ils sont très rares. La question demeure, qui contrôle tout cela et comment? Dans les systèmes les plus primitifs, c'est bien sur la dépression du collecteur, qui diminue avec l'augmentation du nombre de tours. Dans ce cas, on utilise un simple actionneur qui change de position sous l'action d'un diaphragme. Ce mécanisme n'est pas très précis et presque impossible à diagnostiquer, c'est pourquoi un autre principe est plus populaire, l'entraînement électrique contrôle par l'écu. Il fonctionne de manière plus précisée, en cas d'urgence, il est capable d'allumer le voyant, check engine, et de demander un diagnostic informatique. La modification de la section du conduit d'admission fonctionne essentiellement selon le même principe, soit un volet se trouve dans le conduit et en modifie la section, soit, s'il y a 2 conduits, il peut bloquer l'un d'entre eux. La commande de ces volets est la même que celle des volets de longueur variable, soit par dépression, soit par actionneur électrique. Pour être juste, il convient d'ajouter que le passage d'un canal à l'autre n'est pas toujours commande par un volet au sens littéral du terme, quelque chose comme une plaque qui tourne sur un axe. La mise en œuvre peut être différente et, par exemple, dans les moteurs Opel Z18 XER, ce processus est géré par ce que l'on appelle le tambour, qui, pour être honnête, ne ressemble pas du tout à un tambour, qui se trouve à l'intérieur du collecteur. Il est doté de fenêtres et peut tourner autour de son axe. En fonction de l'angle de rotation du tambour, ces fenêtres peuvent être partiellement bloquées par un mur aveugle, et peuvent être ouvertes, ce qui modifie la vitesse et le volume du flux d'air. Oui, Opel a déjà réussi à plaire en adoptant une approche non standard de choses standards. Pourquoi je parle d'Opel? Parce que de nombreux fabricants essaient d'apporter une touche d'originalité à leur système de modification de la géométrie d'admission. Mais techniquement, ce n'est pas très intéressant, ils se ressemblent tous. C'est pourquoi le marketing et l'invention de nouveaux noms sont utilisés. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des lettres en pagaille, dans lesquelles il est facile de s'y perdre. Par exemple, le système Ford de modification de la section transversale pourrait être appelé IMRC, Intact Manifold Runner Control. Ou CMCV, Charge Motion Control Valve, et son système de modification de la longueur d'admission est appelé DSI, Dual Stage Intact. Chez BMW, ce système est appelé DIVA, Differential Variable Air Intact, et ainsi de suite, il existe de nombreuses abréviations différentes. Mais leur essence est la même. Pour être plus exact, de changement de longueur ou de section transversale. Toutefois, certains systèmes modifient les deux en même temps. Qu'est-ce qui peut aller de travers? Le point faible de la géométrie variable est constitué par les volets. Tournant sur l'axe, ils s'usent, avec le temps, commencent à jouer. Un bruit caractéristique de cliquetis, ou même de craquement, apparaît dans la zone du collecteur d'admission. Si vous observez ce phénomène désagréable du bout des doigts, le volet peut à un moment donné se désagréger, après quoi ces morceaux voleront directement dans le cylindre. Ce serait très triste. En outre, les volets peuvent s'encrasser avec le temps. Nous nous souvenons de la belle un système de recirculation qui peut envoyer une partie des gaz d'échappement dans l'admission. Il envoie également des particules de suie dans l'admission. S'il y a beaucoup de suie, les clapets seront envahis par la suie et ne fonctionneront plus correctement. C'est là qu'un rinçage peut s'avérer utile, mais pour cela, il faut malheureusement démonter l'admission. D'autres symptômes indiquant une défaillance de l'admission à géométrie variable ne sont pas en mesure de l'indiquer sans équivoque. La consommation de carburant augmente sensiblement et, dans certains modes, la puissance diminue. Mais ici, il est impossible de se passer de diagnostic, il y a de nombreuses raisons à une telle laideur, et la géométrie d'admission est presque à la dernière place. Il est préférable de ne pas conduire lorsque les volets se fissurent, car les conséquences de leur débris sur le moteur sont presque fatales. Le plus souvent, les volets tourbillonnaires volent dans l'admission, mais un connement incompréhensible et des craquements dans le collecteur doivent immédiatement vous alerter. En conclusion, la géométrie variable d'admission est une technologie essentielle pour optimiser les performances de votre moteur sans recourir à la suralimentation. En ajustant la forme et le volume des conduits d'admission,
Elle permet d'améliorer l'efficacité, la puissance et la réactivité du moteur à différents régimes. Que vous soyez passionné d'automobile ou simplement à la recherche d'une meilleure expérience de conduite, comprendre et apprécier cette innovation peut faire toute la différence. Investir dans un système de géométrie variable d'admission, c'est choisir une performance durable et adaptée à vos besoins.